Régisseur? Le procureur de la République était debout, en chemise, près du lit, d'où émergeait le regard étonné de sa femme. Il avait froid surtout aux pieds, car il s'était levé si soudainement qu'il n'avait pas trouvé ses pantoufles. Qui est à l'appareil? Il fronça les sourcils, répéta à l'intention de sa femme. L'oursin? C'est vous? Hector? Et sa femme intriguée repoussait la couverture, tendait un long bras trop blanc vers le second écouteur. Qu'est-ce que vous dites? La voix de l'avocat Loursa, lequel était son cousin germain, de la femme du procureur, énonçait calmement. Je viens de trouver un inconnu dans la maison, dans un lit du second étage. Il mourait au moment précis où je suis arrivé. Alors, pour ceux qui ont vu le film avec Rému, l'atmosphère est particulièrement bien donnée. Donc, ça commence quand Hector Loursat Samar, qui est un avocat qui est autrefois brillant, qui est en rupture de barreau, qui est indifférent à tout ce qui se passe autour de lui, qui s'adonne à la boisson. Et tout ça, c'est depuis que sa femme l'a quitté, en le laissant seul avec sa fille. Et tiré de cette torpeur un peu idyllique, par un coup de feu. Et au fond du couloir de sa vaste maison, que nous allons découvrir tout à l'heure, il croit voir une ombre qui s'enfuit et découvre dans une chambre un inconnu qui meurt sous ses yeux. Intrigué mais rapidement informé que sa fille et ses amis se réunissent régulièrement dans les chambres de bonne, dans les combles de la maison, à son insu bien évidemment, il décide d'assurer la défense d'un des jeunes gens quand celui-ci est accusé, inculpé et traduit devant la justice. Et donc, la première partie, si vous voulez, c'est la description de l'intrigue, si je puis dire, avec la contre-enquête de l'Oursa, l'enquête. Et après, il y a la deuxième partie, c'est le procès, où il y aura un procès où on en confondra le véritable coupable, le premier et l'inconnu. Bon, ce que nous allons faire donc, c'est nous allons essayer de suivre l'Oursa dans son périple à travers Moulins, l'Oursa qui sont autour du roman, depuis sa demeure que nous situons, alors ça c'est grâce au travail de M. Talon, qui est le président de l'association, que nous situons rue de Bourgogne, nous allons aller tout à l'heure, et jusqu'au tribunal où il plaide devant la cour d'assises et où il va confondre donc le véritable coupable. Alors, dans Les Inconnus dans la maison, Simon joue sur l'effet de réel, c'est-à-dire qu'il mêle des lieux existants, du moins qui existaient à l'époque, puisque vous savez qu'il avait passé un an dans le Bourbonnais, et donc il venait certainement régulièrement à Moulins, depuis Paris-Tréville. Donc il y a des lieux qui sont évoqués, la rue et la place d'Allier, bien sûr, la rue Gambetta, le quartier des Mariniers, le prix unique, pardon, je crois que c'est, des commerces, des hôtels, il mentionne l'hôtel de l'Allier, l'hôtel de France, l'hôtel de Paris, il ne le mentionne pas. Si. Ah oui, il le mentionne, si, Ah, si, exact, au début, tout à fait. Tout à fait. La préfecture, vous dites ça, alors je crois que Alors c'est pas, oui, c'était celle c'est l'ancienne l'ancienne préfecture. préfecture. Voilà. On a préféré se réunir ici parce que c'est plus facile pour aller de Bourgogne. Voilà. Et puis, il y a des lieux qui sont inventés par Simon à partir de, de lieux certainement réels. Bon, la maison de ça, on a pensé que ce que nous allons voir, c'était ça. Il y a aussi le boxing bar. Personne ne l'a vraiment retrouvé, mais enfin on peut évoquer quelque chose qui existait à l'époque aussi, non. Il y a aussi le cinéma de la rue d'Allier. On verra tout à l'heure que d'après toutes nos recherches, il n'y a jamais eu de cinéma à rue d'Allier. Bon. Mais enfin, lui, il le mentionne deux fois. Euh, voilà. Et puis, voilà. Alors, on va essayer de coller le plus possible au déroulement de l'action. Donc, je vous rappelle qu'il y a trois points principaux. Le meurtre dans la maison de ça, la contre-enquête de l'avocat dans les rues de Moulins et le procès d'assises, où là, nous nous arrêterons devant le tribunal, parce que là, le procès, c'est une autre histoire. Alors, là, j'ai laissé la parole à Jean-Paul. Dès la deuxième page du roman, Simenon pose le décor et l'ambiance. À toi. Ce soir-là, pourtant, tout paraissait en place, et d'autant plus qu'il pleuvait, ce qui augmentait la stagnation des choses. C'était la première pluie froide de la saison. Aussi, à part quelques amoureux, le cinéma de la rue d'Allier n'avait-il vu entrer personne. La caissière n'en était que plus furieuse de rester enfermée pour rien dans sa cage de verre où elle gelait,
la regarder passer des gouttes d'eau devant les globes électriques. Ce qui sifflait derrière les maisons, c'était le train omnibus de Montluçon, avec à peine 10 personnes dedans. Il était bien rare de voir une fenêtre s'envoler, des gens dans la lumière. Des pas, quand il y en avait, dans le dédale des rues vernies de pluie, étaient furtifs, presque honteux. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'ambiance qu'on en retrouve d'ailleurs très bien dans le film de Decoing, avec ce texte très très dur lu par Pierre Freinet. Et ensuite, nous avons un élément, puisque nous sommes devant la préfecture, ce qui va être important, intéressant dans le roman, c'est que Simenon va se servir de la préfecture pour un peu marquer le passage du temps au début du roman. Donc, au début du roman, donc je vais laisser Jean-Paul lire 2 ou 3 extraits qui donnent un peu le déroulement de ce qui se passe à la préfecture au début du roman, au tout début. À la préfecture, on donnait un dîner d'une vingtaine de couverts, ce qu'on appelait le dîner du mois, qui réunissait régulièrement les mêmes invités. Le préfet conduisait ses invités au fumoir et ouvrait une boîte de cigares. Ce soir-là, c'était le second mercredi du mois, puisqu'à la préfecture avait lieu le dîner des habitués. L'Oursa rechargea le poêle avec une minutie particulière, car grâce au froid du dehors et à la pluie sur les vitres, la chaleur ambiante devenait plus voluptueuse. À la préfecture, on passait les orangeades, ce qui constituait un premier signal. Le concierge de la préfecture fermait lui aussi les lourdes portes et la dernière auto s'éloignait. Pendant le début du roman, pendant ce qui va se passer dans la maison, c'est-à-dire ce coup de feu et la découverte d'un moribond dans une des chambres du 2e étage, entre la page 13 et la page 30, sinon rythme le temps qui passe, la nuit, depuis le moment où le dîner a lieu jusqu'à la fin où le concierge ferme les portes de la préfecture. Et il y a 2 choses qui vont rythmer le roman, on en reparlera un peu tout à l'heure, c'est ça et la séance de cinéma aussi. Voilà, donc on va rejoindre la rue de Bourgogne. Alors là, je crois qu'il faudra faire attention, parce qu'elle n'est pas large, hein, et il faut fréquenter. On va essayer de... Je pense qu'il faudrait qu'on mentionne Alors voilà, il y a kiosque. Alors voilà, mais ça je vous laisse faire parce que vous connaissez mieux que moi la topographie. Alors, en fait, de l'ancien auparavant, il y avait un kiosque qui était devant l'ancienne préfecture. Et en fait, c'est ici, là. c'est comme ça, voilà, c'est plus comme ça. À la place du conseil, c'était ces maisons-là, avec, voilà, Il a avec. été détruit. Et oui, malheureusement, il n'existe plus. Ça faisait du bruit. Ah oui, le préfet n'aimait pas la musique. Bon. Bah, c'était magnifique. Il y avait des concerts. À Vichy, ils les ont conservés. Oui, ils l'ont conservé. Ouais. Voilà. Les Vichy, À Vichy, ils ont conservé beaucoup de choses. Point de suspension. Bon, Alors, nous allons pouvoir passer par cette rue d'accord. qui va nous emmener rue de Bourgogne et les trottoirs sont peut-être un petit peu plus larges. D'accord. Et c'est moins passager. dangereux. Avec plaisir, oui, je vous donnerai la mienne aussi. De toute façon, je vois le talent au début. La dame qu'on avait vu sortir. Le propriétaire est adorable parce qu'il s'était engagé à essayer de faire sortir les voitures. De Paris-Frésil pour venir à Moulins, de fait, on passe par la Bourgogne. Donc il est fort possible que Georges Simenon ait vu cet hôtel et rencontré M. Chabot. C'est tout à fait possible. Après, la description de l'hôtel n'est pas pareille. Hein, puisque Il y a des éléments, on va reprendre. Là, on va lire 2 extraits et on voit qu'il y a quand même des choses. C'est donc c'est ici que ça commence. Hein. Le roman commence là, quand il y a ce coup de feu dans la maison et que l'Oursa va monter au 2e étage, qui doit être des chambres de bonne ou des greniers, et va trouver cet homme agonisant qui va mourir quasiment dans ses bras. Au coin d'une rue pour notaire et avoué, la maison des Loursa, les Loursa de Saint-Marc exactement, paraissait encore plus assoupie ou plus secrète que les autres, avec ses 2 ailes, sa cour pavée, qu'un haut mur séparait de la rue, et dans cette cour, au milieu d'une vasque vide, un Apollon qui ne crachait plus d'eau par le tube qui lui sortait de la bouche. Il avait l'habitude vers 3 heures de se promener comme on promène un chien, avec l'air de se tenir lui-même en laisse, contournant exactement les mêmes pâtés de maison. Cette fois, en sortant de chez lui, il rompait avec la... Merci beaucoup, je vous en prie.
Oui, bon, doublement connu, on ne va pas vous le présenter, vous qui êtes Moulinois. Nous, on l'aime comme poète, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que c'est quand même lui qui a accueilli à Paris Arthur Rimbaud, et qui a eu quand même, si Rimbaud un jour a existé, c'est grâce à Banville, en grande partie. Bien souvent, je revois sous mes paupières closes la nuit, mon vieux moulin, bâti de briques roses, les cours tout embaumés par la fleur du tilleul, ce vieux pont de granit bâti par mon aïeul, nos fontaines, les champs, les bois, les chairs tombes, le ciel de mon enfance où volent les colombes, les larges tapis d'herbe où l'on m'a promené tout petit, la maison riante où je suis né, et les chemins touffus creusés comme des gorges qui mènent si gaiement vers ma belle Font-Georges, à qui mes souvenirs les plus doux sont liés. Et son sorbier, son haut salon de peupliers, sa source, au flot si froid par la mousse embellie, où je m'en allais boire avec ma sœur Zélie. Je les revois. Je vois les bons vieux vignerons et les abeilles d'or qui volaient sur nos fronts, le verger plein d'oiseaux, de chansons, de murmures, les pêchers de la vigne avec leurs pêches mûres, et j'entends, près de nous, monter sur le coteau, le joyeux aboiement de mon chien Callisto. Voilà, c'est un poème de septembre 1841. Pour la souriante maison natale, le poème est peut-être Oh bah, il y a des poésies où il était encore plus jeune. moins souriante que ça. Donc nous allons prendre le passage. Alors voilà, donc ici nous sommes à l'angle de la rue des Tanneries et de la rue des Six Frères. Alors nous sommes devant le buste de Joseph Sorel, maître tanneur et fondateur, c'est écrit sur le buste, je crois, de la présidente de la chambre de commerce de Moulins-la-Palisse et maire de Moulins de 1892 à 1908. Et sans doute inspiré, Simon certainement, parce que tu as le texte, tu veux que je te le dise. Voilà. Et lui, l'oursin, était en somme leur parent à tous ceux qui comptaient par le sang ou par l'alliance, petit-fils de l'ancien maire qui avait sa rue et son buste dans un square. Page 31. On n'est plus dans le bus, dans le square, mais en fait, Simon a dû quand même regarder ce bus, le voir et l'inspirer pour le faire. Bon, maintenant nous allons aller à l'angle de Jean Jaurès et à l'âge de France, qui sont, je pense, Attention. Jean Jaurès, c'est là. D'accord. C'est bon là. Voilà, donc avant de continuer dans cette direction, là on est au point des détours Anatole France et Jean Jaurès. Juste pour mentionner, parce qu'elle n'est pas vraiment mentionnée dans le roman, un peu à peine, que se situait au numéro 15 de cette rue, la maison close la plus huppée de la ville. Alors elle n'est pas spécialement mentionnée dans le roman, sauf quand il parle du mari de sa sœur, qui est un grand amateur de jeunes femmes et de maison close, et que dans le film avec Rému, à la fin il dit il y a 132 bistrots et cafés dans cette ville, je les ai comptés, et il y a 4 maisons closes, ou 4 bordels ou 4 maisons closes, je ne les ai. Je ne dis pas, je ne vous indique pas où ils sont, vous savez mieux que moi, voilà, comme ça. Voilà, c'est considéré. Je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais enfin, il leur lance encore une petite pique au passage. Voilà. On imagine très bien d'ailleurs qu'à la fin du roman, il dit Dossin le père dans quelques lupanards chics avec des filles. On peut penser que Dossin père était là. Bon, maintenant il va falloir remonter vers la préfecture et on va croiser les cours d'Antoine-François et on va trouver un bâtiment qui a dû abriter le cercle Bourbonnier, qui est un cercle de Pourquoi à ce moment précis, l'oursin pensa-t-il au club du palais? Cela n'avait aucun rapport. Quelques années plus tôt, des magistrats et des avocats, c'était l'époque où le bridge contrat commençait à pénétrer en province, avaient décidé de fonder un cercle qui manquait à la ville. Pendant des semaines, on avait envoyé à toutes les personnalités de Moulins des circulaires et des convocations. Un comité provisoire avait été constitué, dont Ducup était le secrétaire général. Puis on avait élu un comité définitif, sous la présidence de Rogissard et d'un général. Mais pourquoi un général? Et le cercle avait acheté un immeuble d'angle avenue Victor Hugo. L'oursin avait découvert son nom sur la liste des membres. Non qu'il eût accepté quoi que ce soit, mais parce qu'on l'inscrivait d'office toutes les personnalités. Il avait reçu des bulletins luxueusement édités. Et malgré son isolement, il avait eu l'écho des discussions qui avaient éclaté
dès qu'il avait été question d'admettre de nouveaux membres. Certains voulaient un bloc très fermé, ne comprenant que la crème de moulin, et d'autres, pour arrondir le budget, proposaient des statuts plus démocratiques. Merci. Voilà, donc ça c'est l'évocation par Signon des clubs de Bruges moulinois qui sont quand même assez intéressant. Ça laisse tomber dans les romans, mais on voit quand même. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Ducup c'est le juge d'instruction et Rogissard c'est le procureur qui est le cousin de Moursard. Les volets des magasins étaient baissés. Les enseignes recevaient l'eau du ciel, l'énorme chapeau rouge de la chapellerie Blucher, le chronomètre géant de chez Tellier, et tout à côté de la tête de cheval dorée de la boucherie hypophagique. Si, à part quelques amoureux, le cinéma de la rue d'Allier n'avait-il vu entrer personne. La caissière n'en était que plus furieuse de rester enfermée pour rien dans sa cage de verre, où elle gelait à regarder passer les gouttes d'eau devant les globes électriques. Un film tremblotait sur l'écran pour quelques personnes dispersées dans la salle qui sentaient le vêtement mouillé. La caissière du cinéma fermait enfin la cage vitrée qui faisait son supplice tout l'hiver, en dépit des bouillottes qu'elle y apportait. C'est bon. Il y avait même une brasserie, il passe dans la rue d'Allier, on jouait au billard dans une brasserie. Bon, mais c'est rue d'Allier, c'est pas place d'Allier, donc voilà. Donc, alors ensuite, on va aller quand même jusqu'au bout de la place d'Allier. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, on évoquera un petit peu la fin du roman sur le palais de justice. Mais peut-être que vu le temps qu'il fait, on ne va pas remonter au palais de justice. Enfin, vous le connaissez, vous y serez demain d'ailleurs pour la fiction, parce que c'est la fin du roman. Mais on va quand même aller jusqu'au bout de la rue d'Allier, à moins que vous ayez... Il mentionne quand même des lieux qui n'existent plus, mais qui ont existé, parce qu'on voit encore les marques. Tu peux lire cet extrait sur les hôtels, sur l'Allier Dauphin. Ceux-là, ils existaient autant de signes. Il en parle. Le moulin était le moulin des premiers jours d'octobre. À l'hôtel de Paris, au Dauphin, à l'Allier, les voyageurs de commerce mangeaient à la table d'hôte, servis par des filles en robe noire, en bas noir, en tablier blanc. Et de temps en temps, une auto passait dans la rue, qui allait au Séoul, à Nevers, ou à Clermont, peut-être même à Paris. C'est ce qu'on appelle le quartier des mariniers. Donc là, il y a une partie importante du roman qui se passe là, c'est le boxing bar. Le boxing bar est là, et là, il y a des longs extraits. Alors, personne, enfin, on ne sait pas si le boxing bar existait. C'est un de ces bars, comme on trouve d'ailleurs souvent chez Maigret, tenu par un ancien boxeur, peut-être pas vraiment mal fréquenté, mais pas trop bien quand même, peut-être. Monsieur Talonnet, le Bon Boulin. Oui. Bon Boulin. Et de son patron, qui était un ancien boxeur poids lourd. Est-ce que c'est ça qui l'a inspiré? C'est possible. Est-ce que le Bamboula, qui devait être derrière le Sacré-Cœur, dans ce quartier des Mariniers, qui est devenu un joli quartier maintenant, très gentrifié, je ne sais pas s'il est beaucoup, mais très gentrifié. Pas qu'on l'appelait quartier nègre, parce que c'était le quartier à installé. Ben oui, mais il y avait le Bamboula. Il y avait le Bamboula. Parce qu'il y avait les mariniers. Alors maintenant, je ne sais pas si on pourrait dire le Bamboula, ça va être un peu plus difficile. Alors, je vais peut-être vous faire lire, d'ailleurs, Jean-Paul va vous lire quelques éléments sur le boxing bar, tenu par Joe. Le boxing bar, c'était cela. Une fenêtre pas très large, un petit carreau, toilé d'horizon blanc rustique, une toute petite pièce, 2 tables sombres et quelques chaises, près d'un haut comptoir. C'était vide. Boursa s'avança comme un ours, mécontent, méfiant. Regardez les photos d'artistes et de boxeurs collés sur les glaces, les tabourets trop hauts, le matériel à cocktail. Arrivé au seuil du boxing bar, il n'hésita pas, poussa la porte et secoua son par-dessus couvert d'eau. La petite pièce à lumière tamisée était presque vide. Un chat dormait sur une table. Le patron jouait aux cartes avec 2 femmes, près du comptoir. 2 femmes qui appartenaient manifestement à la race souterraine qu'on rencontre la nuit dans les rues. Où il est magnifique, où Boursa va boire un verre, c'est amusant. Vous vous rappelez ce qu'il boit? Il boit du Bourgogne dans une chope à bière. Dans une chope pleine de Bourgogne. Ou de rouge. Un demi, il boit un demi de rouge, voilà, c'est le cas de dire un vrai demi. Et puis il y a aussi un élément qui est mentionné dans le roman, qui est très loin de Moulin, je crois que c'est l'auberge noyée. L'auberge noyée qui serait au lieu dit les Cocteaux.
les clocteaux les clocteaux dans le roman, mais c'est les cocteaux. C'est les Cocteau. Oui, C'est le Cocteau. Voilà, Mais- vers Montpellier. Et effectivement, il y avait un café. J'imagine, oui. Et il y avait un café. Montpellier, là. Oui, oui. Alors il part, il lui donne des indications du côté de la vieille poste, au-delà du cimetière. Alors est-ce que ça est aussi, qui est assez intéressant. Et ça, là, en Italie. Au bout d'un chemin défoncé à 200 mètres d'une ferme au mur blanchi à la chaux, ils apercevaient les reflets de la rivière. Une berge basse et boueuse, une maison à 2 étages où il y avait de la lumière. Je crois que c'est un peu. Voilà donc, si vous voulez, les points principaux de la vie pour ça. Donc on a vu ça. Donc il va reprendre il va revoir tous ces endroits à la rue d'Allier, qui va lui évoquer des souvenirs de jeunesse. Il va dire, il se rappelle quand il était jeune, son droit à Paris, qui revenait la rue d'Allier. Et puis il va aller jusqu'au Boxing Bar. Il va aller au Cocteau aussi, voir bien sûr la phrase. Et après, si nous avions continué sous la pluie pour remonter depuis la place d'Allier, eh bien on terminerait bien sûr au Palais de Justice, où là c'est une autre histoire, puisque après il n'y a plus de description de Moulin, tout se passe dans le Palais de Justice. Il n'est d'ailleurs absolument pas décrit, il n'en a en fait aucune description de la salle d'audience, ni rien. Quand on parle de la salle n'est pas perdue, tu dis pas. Ah oui, voilà, oui, exactement, il y a la salle n'est pas perdue, qui voit des avocats, des confrères, il n'y a pas la salle n'est pas perdue. Bon, oui, c'est bon, alors donc là, ça a été aussi. Mais ça, Normalement, il y en a tout le temps. voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans les palais de justice, il y a une salle n'est pas perdue. Paris est impressionnante, le palais de justice. Voilà. Et, par contre, il va s'intéresser beaucoup plus, mais ça c'est normal, aux témoins, aux membres de la cour, etc. Voilà. Et donc, tu peux lire peut-être ce dernier extrait sur justement L'avocat ne portait pas à crâner. Il n'étudiait pas son attitude. Pourtant, quand il traversa la salle des pas perdus, grouillant de plaideurs et de confrères en robe, il avait l'air, malgré lui, de celui qu'on attend et qui vient engager la bataille. Une fois dehors, cependant, il hésita à passer encore au palais, sans raison précise. C'est d'abord, je ne reprends pas. C'est l'autre.